Ben, je vais reprendre là où j'ai quitté la dernière fois. Donc, bon, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés là. Donc, j'ai dit, notre système, bon, on peut le décrire, comme on l'avait dit, par des équations récurrentes. Bon, en fait, c'est pour pouvoir déterminer la valeur temporelle, ok, de yn, en fait. Alors, généralement, bon, on avait dit comme quoi l'algorithme, il est basé sur le produit de convolution, ben, d'où la nécessité, en fait, d'utiliser un calculateur facilitant le calcul, tel qu'un DSP, par exemple. Ben, ça, on va le faire l'année prochaine. Alors, en fait, ou bien il peut être décrit par sa fonction transfert. Donc, il peut être aussi décrit par sa fonction transfert, ben, qui est de la forme y de z sur x de z. Donc là, ce sera un numérateur sur un dénominateur. Alors là, ça va vous faire en fait deux opérations essentielles. Alors, la première, c'est l'opération d'analyse. Ben, on l'a dit, l'analyse, si vous voulez, c'est déterminer les caractéristiques du filtre, bon, en termes de stabilité, de réponse en fréquence, de réponse impulsuelle, etc. Ça veut dire, ben, ça consiste à déterminer ou bien étudier le comportement. Donc, au niveau l'analyse, en fait, c'est l'étude du comportement du filtre dans le temps, bien sûr, et même au niveau fréquentiel. Ben, ça veut dire là, au niveau de l'analyse, ben, je dispose de ma fonction transfert et ça veut dire le filtre, il est là. Et bien sûr, j'essaie de déterminer quelles sont les caractéristiques de mon filtre. Bon, en termes de stabilité, bon, en termes de réponse en fréquence, ça veut dire BOD. Ben, autrement dit, c'est l'amplitude en fonction de la fréquence et bien sûr la phase en fonction de la fréquence. Alors, la synthèse des filtres, donc normalement pour l'analyse, je dispose de mon filtre et je dois l'analyser. Pour la synthèse, c'est que je dispose pas du filtre, mais je dois le fabriquer en fait. C'est produire, la synthèse consiste à produire un filtre numérique. C'est bon? Ben, selon bien sûr une fonction modèle. Ben, la fonction modèle, ben, elle est définie par ce qu'on appelle l'ordre, par si vous voulez le type de filtre, etc. Bon, il y a ce qu'on appelle ben, un gabarit de filtre. Ben, vous m'entendez là, je continue. Ok. Donc normalement pour la synthèse, ben, on va pas la voir hein, normalement au niveau du cours, donc on va s'arrêter à l'analyse, mais la synthèse on va le faire au niveau du TP. Ok. Donc en fait pour l'étude de nos filtres, nous aurons besoin en fait de deux représentations. Ben, soit bien sûr l'algorithme qui est l'équation récurrente et bien sûr la fonction transfert. Alors pour commencer, bon bien sûr, bon on va étudier, hein, si vous voulez, la réponse d'un filtre définie par une fraction rationnelle. Ça veut dire, ben, vous avez toujours h de z ben, qui est égal ben, n de z sur d de z. Donc l'objectif, c'est d'étudier le comportement du filtre numérique par l'analyse de sa fonction transfert en z. Alors on avait vu comme quoi h de z, ben, c'est x de z sur y de z. Ben, il s'écrit sous forme d'un numérateur et un dénominateur. Et bien sûr, là, il s'agit de déterminer yn, ben, si on considère bien sûr que ben, y de z, bien sûr, il est égal à h de z fois x de z. OK? Bon, on suppose, ben, il y a des suppositions juste pour faciliter en fait le calcul. Donc, h de z, ben, il est égal à n de z sur d de z. C'est un numérateur sur un dénominateur. Alors, bien sûr, le degré du numérateur, c'est lui qui détermine en fait l'ordre du filtre. Alors, on avait vu comme quoi les zéros, ben, ce sont les racines ou bien les solutions de n de z égale à 0. Les pôles, ce sont les solutions de d de z égale à 0. OK? On suppose de plus que la transformée de l'entrée x de z est de la forme x de z ben, égale à p de z sur q de z. Alors, bien sûr, x de z, là aussi, il va posséder des zéros, il va posséder bien sûr des pôles. Donc, je vais voir y de z égale à h de z multiplié par x de z, ben, ça sera égal à n de z sur d de z multiplié par p de z sur q de z. Ben, jusque-là, rien
ni nouveau, ben c'est juste en fait, on a remplacé, hein, si vous voulez, les deux expressions, celle de h de z et bien sûr celle de p de z, de x de z, pardon. Ok. Alors pour la simplicité, bon, bien sûr, on va supposer qu'il y a aussi, hein, si vous voulez, des hypothèses en quelque sorte. Donc, le signal de sortie est donc caractérisé par une transformée rationnelle, donc c'est une fraction en fait. Alors, la première hypothèse, c'est qu'on suppose que les pôles du filtre sont uniques. Ça veut dire, ben, il n'y a pas de pôle double. Ok? Le filtre, ça veut dire les solutions, les pôles, ou bien les solutions de d de z égale à 0 sont uniques, sont simples en fait. Ok? Alors, les pôles de l'entrée sont uniques. Donc là, ce sont des simplifications qui vont m'aider, ce sont, ben, si vous voulez, des hypothèses simplificatrices qui vont m'aider, en soi-disant, à étudier simplement mon système. Donc, lorsque je dis les pôles du filtre sont uniques, ça veut dire, ben, vous avez P1, P2 qui sont disjoints. En fait, la même chose pour les pôles, etc. OK? Ben, il y a une autre hypothèse, c'est que les pôles du filtre et de l'entrée sont différentes. Ça veut dire les PI sont différents de QI. C'est pour avoir tout simplement des pôles, ben, si vous voulez, d'ordre 1. Ben, il n'y aura pas en fait de pôle double, etc. OK? Ben, c'est pour éviter en fait cette notion, hein, de transformer aux Z inverse. OK? Alors, les zéros du filtre et de l'entrée diffèrent de l'ensemble des pôles. Ben, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de simplification en fait. Donc là, j'ai n de z ben, égale ben, n de z sur d de z multiplié par 2z sur q de z. Donc là, les pôles, c'est les PI et les QI. OK? Et bien sûr, je vais avoir les zéros du filtre sont différents de l'ensemble des pôles. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de simplification en fait. Ben, ça veut dire on peut alors écrire y de z sur la forme. Bon, là, ça vient un peu brutalement, mais si vous voulez qu'on démontre, ben, il est là. OK? Alors, y de z est une fraction rationnelle. Ben, ça veut dire, tout simplement, comme on avait vu, je peux la décomposer en fractions simples. Ben, selon, bien sûr, les règles vues, hein, dans le cours de la transformation Z. OK? Ben, on a y de z, ben, il est égal à n de z sur d de z, multiplié par p de z sur q de z. Alors, je rappelle que les PI, ce sont les pôles, les pôles de h de z, les QI, ce sont les pôles de x de z. OK? La décomposition de y de z en fractions simples nous permet d'écrire en considérant que les PI est normalement et QI là. OK? Donc les PI et QI. Ainsi que les hypothèses simplificatrices, ben, je vais avoir quoi? Ben, je vais avoir un 1,0 sur 1 moins P0 Z moins 1. Ben, c'est la décomposition en fractions simples. OK? Plus 1 sur 1 moins P1 Z moins 1. Ben, vous voyez pourquoi on a considéré des pôles sont simples. Il n'y a pas de pôle double ou bien triple, etc. C'est pour avoir une décomposition en fractions simples d'une manière très très simple. OK? C'est pour avoir une décomposition simple, soi-disant. Ben, l'objectif, c'est de voir le comportement de y de n. Donc, on émet les considérations. Ben, ça veut dire ici, j'ai la décomposition fraction simple relative au pôle PI, et là, la décomposition fraction simple relative au pôle QI. Donc, grosso modo, je vais avoir y de z égale à a0 sur 1 moins p0z moins 1, plus a1 sur 1 moins p1z moins 1, plus, etc., plus a1 sur 1 moins pnz moins 1. Donc là, ce sont tous les pôles PI. Alors ici, ben, c'est de même, ben, ce sont les pôles QI en fait. OK? Et par là, les choses deviennent simples en fait. Ben, si je fais, donc là, comme j'ai dit, c'est la décomposition relative à n de z d de z, et l'autre, c'est la décomposition relative à p de z sur q de z. Alors, si je fais, si vous voulez, là,
la transformer en z inverse de a0, 1 moins p0, z moins 1, ben, ça va me donner a0, p0 à la puissance de n fois u de n. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Ben, je vais avoir y de n ben, égal à a0, p0 à la puissance n, u de n, plus a1, p1 à la puissance n, u de n, plus a2, P2 à la puissance n, U de n, plus B0, etc., plus B0, Q0 à la puissance n, U de n, etc., plus B1, Q1 à la puissance n, et ainsi de suite. Ben, ça revient à faire ça. OK? Donc, si on regroupe sous forme d'une somme, ben, je vais avoir y de z égale sigma de k égale à 1 jusqu'à n, a sur k, 1 moins p kz moins 1, plus sigma de k égale à 1 jusqu'à m, bk sur 1 moins q, z moins k. Alors bien sûr, donc là, ça va me donner y de z sur cette forme, et bien sûr, je peux, si vous voulez, faire, comme, pardon. Donc, j'ai dit, pardon, là, il y a un petit, ceci là. Oui, non, c'est pas là. Ça, on l'a fait. Donc, je suis là, en fait. OK. Donc, si je reviens un petit peu là, donc j'ai y de z égale à sigma de k égale à 1 jusqu'à n, ak sur 1 moins p kz moins 1, plus sigma de k égale à 1 jusqu'à m, bk sur 1 moins q kz moins 1. OK? Alors bien sûr, je peux, hein, si vous voulez, maintenant passer à la transformer z inverse en considérant que AI sur 1 moins PI Z à la puissance moins I, ça transforme en Z, c'est quoi? Ben, je reprends AI sur 1 moins PI Z moins I. Ça transforme en Z inverse, c'est AI sur 1 moins PI à la puissance N, UN. OK? C'est la transformation Z inverse. Donc, je vais avoir le filtre étant causal. Ben, étant causal, ça veut dire, bon, je considère en fait les valeurs qui sont supérieures à 0. Donc, K égale à 1 jusqu'à N, AK, P à la puissance N, PK à la puissance N fois I de N plus un sigma de K égale à 1 jusqu'à M, BK, Q, K à la puissance N fois U de N. OK? Donc là, jusque-là, c'est bon. Donc, on a calculé la transformation Z, puis, bon, on a décomposé Y de N, Y de Z, et on a calculé la transformation Z inverse. Donc, vous voyez bien que les hypothèses qu'on s'est fixées, ben, ils nous ont facilité énormément le calcul. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Bon, on constate que Y de N, ben, est la somme de deux réponses. Ben, vous avez une première réponse, une deuxième réponse. Ben, pourquoi? Pourquoi je parle de réponse? Parce que tout simplement, Y de N, c'est la réponse, c'est la sortie. Donc là, vous avez une réaction 1, puis une réaction 2, ben, une réaction par rapport à une excitation. Alors la première, c'est la réaction par rapport au système lui-même. OK? C'est par rapport à H de Z. Et là, c'est la réaction par rapport à l'excitation. OK? Bon, ça, c'est ce qu'on appelle une réponse en régime naturel, parce qu'il est dû au système lui-même. Donc là, c'est le système lui-même, c'est le comportement de mon système. Et bien sûr, ça, c'est ce qu'on appelle une réponse en régime forcé. Pourquoi on l'appelle en régime forcé? Parce qu'il est dû à l'excitation Xn. OK? Donc, Y de N, elle est composée de deux réponses. Ben, une réponse, si vous voulez, en régime naturel.
une réponse en régime forcé. Alors le régime naturel, il est dû au système lui-même, donc il est dû à la fonction, à la réponse impulsionnelle, ou bien sûr, à la fonction de transfert. Parce que la fonction transfert, c'est le système lui-même. Alors la réponse forcée, ben, il est dû à l'excitation, pardon. Ok, ben, c'est ce que j'ai écrit là. Ce qui montre que le signal de sortie peut être considéré comme composé de deux parties, une réponse en régime naturel, terme en PK, une réponse en régime forcé, terme en QK. Donc, régime naturel, c'est la réponse due au système lui-même, c'est dû à la fonction transfert. Régime forcé, c'est lorsqu'on l'attaque par une excitation, par une entrée XN. OK? Ben, qu'est-ce qu'on constate, bien sûr? Alors maintenant, ben là, j'ai des constatations. Ben là, c'est une, si vous voulez, c'est une sommation ben, de i égale à 1 jusqu'à n. Bon, bien sûr, normalement, ben, si n elle est importante et si m elle est importante, ben, je vais avoir une convergence en quelque sorte. Mais la convergence, ben, elle est fonction en fait hein, de la valeur de p de n et de la valeur de q de n. OK? Alors, si bien sûr, les p de i sont en des amplitudes en fait inférieures à 1, ben, à un certain moment, le régime il va disparaître parce que l'exponentielle, bon, la puissance là, ben, je vais avoir une fonction qui est décroissante. Donc, à un certain moment, ce terme-là, il va disparaître. OK? Alors, si vous avez bien sûr la même chose ici, donc là, c'est juste l'excitation, donc il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de souci là, puisque c'est l'excitation en fait, c'est l'entrée forcée. Mais ce qui est important, c'est à ce niveau-là, parce que le terme qui est gênant, c'est ce terme-là. OK? Donc, je peux dire que si tous les pôles de la fonction transfert du filtre ont des amplitudes inférieures à 1, alors le régime naturel est dit transitoire. Ça veut dire à partir d'un certain moment, il va disparaître. Et là, c'est très important. Donc, si tous les pôles de la fonction transfert du filtre ont des amplitudes inférieures à 1, cette puissance ben, sera décroissante et bien sûr, le régime, il va si vous voulez, ce terme-là, il va s'éteindre au bout d'un certain temps. Donc là, ben, vous avez un régime transitoire. Alors bien sûr, si des pôles de faible module conduisent à une décroissance rapide de la réponse naturelle. Là, c'est important. Donc, si on est trop faible là, si les pK sont de très faible valeur, bon, bien sûr, ben, la décroissance est rapide. Ça veut dire le régime transitoire, ben, il va disparaître très rapide. Donc, il sera de courte durée. OK? Donc, si tous les pôles du signal d'entrée ont des modules inférieurs à 1, alors la réponse forcée tend vers 0 pour n allant vers l'infini. Mais là, il n'y a pas de souci. Hein. Ça veut dire tout simplement, ben, je vais avoir une réponse finie en quelque sorte, ou bien bon, l'essentiel. Mais ce qui est très important, c'est ça. Le régime transitoire, il va disparaître pour, à condition d'avoir, si vous voulez, des pôles de la fonction transfert qui sont inférieurs à 1. Alors, ceci va me conduire, en fait, à cette notion de stabilité du système. OK, ben, quand tous les systèmes continuent, ben, je peux discuter de stabilité. Ben, notre système, il est stable, ben, c'est la réponse. Ben, c'est lorsque j'attaque par un signal fini, ben, je vais avoir une réponse finie. Ça veut dire le régime transitoire, il doit disparaître. Et bien sûr, là, en étudiant mon système, j'ai conclu que lorsque j'attaque mon système par une fonction transfert, ou bien par une excitation, et mon système, ben, il a une fonction transfert sous forme rationnelle, ben, je vais avoir l'apparition de deux termes, ou bien de deux réponses, ben, une réponse naturelle et une réponse forcée. Alors, la réponse naturelle, ben, va disparaître au bout d'un certain temps si les pôles de la fonction transfert ont des modules inférieurs à 1. Là, c'est important. Donc,
Si je passe maintenant à la stabilité du filtre. Alors, comme pour les filtres analogiques, il est possible de prévoir, à partir de la transmittance, la stabilité ou l'instabilité d'un filtre numérique. Donc, pour étudier la stabilité, ben, il faut agir sur la fonction. Ben, il faut, si vous voulez, discuter la stabilité au niveau de la transmittance ou bien de la fonction transfert. Alors, bien sûr, pour les filtres analogiques, c'est la transmittance en P. Pour les filtres numériques, c'est la transmittance en Z. Donc, en effet, un système analogique continu de transmittance TP est stable si tous les pôles PI, ben, qui sont de la forme AI plus GPI, puisque ce sont des nombres complexes, sont négatifs ou complexes avec une partie réelle négative. Donc là, c'est ce que vous avez vu au niveau des systèmes, stabilité du système continu. Donc les AI doivent être, si vous voulez, inférieurs à 0. Or, maintenant, on doit se poser une question. Où se trouvent les pôles correspondant à un système numérique stable? Ben, une partie de la réponse, nous l'avons déjà vu. Hein. Donc là, ben, on a déjà imposé que ZE égale à exponentielle TEPI. OK? Ben, si vous voulez, c'est la même chose. Donc, égal à exponentielle TEAI plus et GBI. Ben là, je vais réaliser la transformation. Et bien sûr, bon, ça, c'est en quelque sorte, si vous voulez, le module. OK? Alors, le module, ben, il est égal à exponentielle TEAI. Alors, si AI, le module du nombre complexe ZE est inférieur à 1, donc si le module AI il est inférieur à 0, le module de Z il est inférieur à 1. OK? Alors, Z est égal à exponentielle TEAI, puisque là, il est inférieur à 0, donc là, ça sera inférieur à 1. OK? Et bien sûr, ça va, si vous voulez, ça va me donner, sachant que P égale à G oméga égale à 2PF, ben FE. Donc là, si vous voulez, en ignorant la partie, si vous voulez, on considère que P, on l'a mis au niveau de la supposition. D'ailleurs, c'est ce que vous avez utilisé depuis longtemps. P égale à G oméga. Ben, il est oméga égale à 2PF et FE égale à 1 sur TE. OK? Donc, l'exponentielle complexe devient z égale à exponentielle TE fois P. Ben, je remplace. Ça sera J de pi F1 sur FE. OK? Donc, ben, si je représente en fait pour un filtre analogique, vous avez le plan de la place, le plan de P complexe. Et ici, vous avez le plan complexe en considérant la variable z. Sachant que P égale à G oméga, z égale à exponentielle P fois TE. Alors là, il y aura en fait des valeurs, soi-disant, un petit peu particulières. Alors les valeurs particulières, par exemple, vous avez la valeur qui est imposée par la condition de Shannon, parce que là, je travaille en numérique. La condition de Shannon m'impose que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 2 fois la fréquence maximale. OK? Ça veut dire, au niveau des filtres, soi-disant l'espace fréquentiel que je dois utiliser, c'est pour des fréquences inférieures à FE sur 2, pour que la condition de Shannon soit, si vous voulez, vérifiée. C'est la raison pour laquelle vous avez, si vous voulez, limite c'est FE moins FE, mais vous avez une symétrie par rapport à FE sur 2. Ce sont des valeurs particulières. Donc, soi-disant, les limites de point de vue numérique, c'est moins FE sur 2, FE sur 2. Donc là, ce sont des valeurs un petit peu particulières. Donc, pour le filtre analogique, la stabilité est assurée pour la partie réelle négative. Donc là, pour ces pôles-là, ces exemples, le filtre est stable. Par contre, ce pôle, il introduit l'instabilité de mon filtre. Donc, en passant bien sûr dans l'espace Z, donc là vous avez FE, si je remplace
Hein, si vous voulez f égale à fe, ben je vais avoir exponentielle de jp, et bien sûr, je vais avoir le module, il est égal à 1. Ok? Exponentielle g de p, c'est cosinus de 2pi, plus g sinus de p, donc ça va me donner 1. Ok? Si vous avez moins fe sur 2, ben vous aurez moins 1. Ok? Et ainsi de suite. Fe égale à 0, vous aurez 1. Et bien sûr, là, vous aurez, hein, soi-disant, votre cercle unité. Et ben, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Ben là, si vous voulez, c'est la stabilité de mon système. Donc, pour que mon système soit stable, ben, il faut que les pôles de la fonction transfert soient à l'intérieur du cercle unité. Bon, d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure. Pour que le régime transitoire disparaisse, ben, il faut que les modules des pôles de H de Z soient faibles. OK? Donc, les conditions de stabilité, c'est que pour le système linéaire, tous les pôles, la partie réelle de tous les pôles doit être inférieure à 0. Pour les filtres numériques, tous les pôles en module, le module de tous les pôles doit être inférieur à 1. OK? Donc, bien sûr, si vous avez plusieurs pôles, ben, je vais dire, c'est le max des pôles. Ben, si le maximum, le pôle le plus max, il est à l'intérieur, ça veut dire les autres pôles, ben, ils seront aussi à l'intérieur. OK? D'où la condition à retenir, un filtre est stable si et seulement si tous les pôles de sa fonction transfert sont à l'intérieur strictement du cercle unité. Donc ça, c'est la condition de stabilité. Donc si jamais on vous demande de déterminer la condition de stabilité d'un filtre, c'est-à-dire vous disposez de H de Z, et on vous demande d'étudier la stabilité, bien, il suffit de déterminer les pôles, calculer les modules. Si vous trouvez que tous les modules sont à l'intérieur du cercle unité, c'est bon. Le filtre est stable, ben, sinon le filtre il est instable. Donc, s'il vous plaît, c'est la condition à retenir. Parce que, oui, oui, de modules de pôle. Les modules des pôles. OK? C'est bon? Donc, bien sûr, si vous avez des pôles simples, c'est-à-dire que nous sommes des réels, eh ben, c'est la valeur absolue. Ben, si vous avez des pôles complexes, c'est la racine carrée de a carré plus b carré. C'est bon? Et bien sûr, ben ça, c'est très important, ben, c'est ce qu'on appelle le diagramme de pôle 0. OK? Et vous avez, bien sûr, donc là, j'ai placé juste les pôles, mais normalement, je peux placer les zéros. Les zéros, ben, ils seront placés par un des petits ronds, des cercles. OK? Et là, vous avez des fonctions MATLAB qui vous permettent de faire ça. OK? La conséquence de tout ça, ben, que peut-on dire des filtres RIF? Des filtres à réponse impulsionnelle finie. Ben, est-ce qu'ils peuvent être instables? Ben, la réponse est non, du fait qu'ils ne possèdent pas de dénominateur. OK? Ça veut dire les filtres RIF sont toujours stables, pas de pôle. OK? Et bien sûr, les filtres récursifs ou bien réponse impulsionnelle infinie, ben, ils peuvent être instables, ben, selon bien sûr la structure. OK? Donc là, on avait fait en fait l'étude de la stabilité. OK? Alors maintenant, on va passer à la réalisation. C'est-à-dire comment réaliser mon filtre. Ben, l'objectif en fait, c'était, ben, si vous voulez, c'est comment représenter. Bon, d'ailleurs, on l'a fait. Bon, on avait vu comme quoi pour représenter une relation, ou bien la relation YN en fonction de XN et ben, si vous voulez, l'équation récurrente, on avait vu comme quoi j'ai besoin de produits, j'ai besoin de somme, j'ai besoin de mémoire, etc. Et ça, on l'avait vu, et on avait dit c'est une ébauche pour la structure de filtre. OK? Donc, la conception et la réalisation d'un filtre numérique s'articulent autour de deux étapes essentielles. Alors, la première étape,
c'est la détermination du gabarit dans lequel doit rentrer la fonction transfert du filtre désiré. Alors, c'est une contrainte qui est imposée par la réponse en fréquence. Ça veut dire, si vous avez un passe-bas, ben, il faut se dire, ben, ma réponse, ben, il doit passer par, si vous voulez, un gabarit bien déterminé. Et on va le voir tout de suite. Donc là, on va juste définir c'est quoi. Donc, détermination du gabarit. Donc là, c'est ce que je dois retenir. Ben, le gabarit, si vous voulez, c'est un squelette par lequel doit passer en fait ma fonction transfert. Deuxième, c'est que je dois choisir la structure d'implantation et la démarche de conception en fonction de l'architecture cible. Donc, détermination du gabarit, choix de la structure d'implémentation ou bien d'implantation. Donc là, ce sont les deux points ou bien les deux étapes essentielles. Alors, pour le premier cas, ce que j'appelle gabarit de filtre. Le gabarit est la traduction du cahier de charge de l'application. Et on distingue en fait les 4 paramètres essentiels. Alors, on distingue l'ondulation en bande passante. Alors, c'est quoi? C'est la variation du module dans la bande passante. Alors, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est lorsque vous définissez ou bien vous tracez un bord, ben, vous faites une ligne. Mais généralement, c'est pas tout à fait une ligne, mais vous avez une petite variation. Et cette variation, elle est dictée par une ondulation. Et cette ondulation, vous avez la valeur min et la valeur max. Alors, c'est ce qu'on appelle passband ripple. C'est une valeur importante. L'ondulation dans la bande atténuée, c'est la bande de supprimée. OK? Ben, c'est ce qu'on appelle stop band attenuation. FP, la limite supérieure de la bande passante. Fs, la limite inférieure de la bande atténuée. Ben, ça veut dire, pour nous, ça ne sera pas juste une seule fréquence qu'on appelait la fréquence de coupure, mais vous aurez en fait une plage de fréquences qui sera considérée. Ben, on va le voir sur un graphique en fait. Okay? Mais l'essentiel, vous avez, si vous voulez, la fréquence limitant ou bien la fréquence supérieure de la bande passante et bien sûr la fréquence inférieure de la bande atténuée. Puis, ces 4 paramètres, ben, ils définissent en fait 3 zones. OK? Alors, la première zone, c'est la bande passante pour laquelle la fréquence est inférieure à FP. Et la bande de transition, ben, si vous voulez, c'est lorsque la fréquence est à l'intérieur. OK? Puis, vous avez la bande atténuée. C'est pour les fréquences qui sont supérieures à Fs. Alors, graphiquement, comment ça se passe? Donc là, j'ai mon filtre. Ben, je prends le cas d'un exemple de passe-bas. Ben, ce que vous avez dit, ce que vous connaissez, c'est ça. Mon passe-bas, il est là. OK? Mais ça, c'est idéal. OK? Alors, généralement, j'ai un gain qui est égal à 1, mais je peux avoir un gain qui est égal à H0. OK? C'est le gain statique. Mais on a pris qu'il est égal à 1. OK? Alors, ça, si vous voulez, c'est la bande passante. Ça veut dire ma fonction de transfert du filtre ne doit pas, si vous voulez, dépasser cette limite. À la limite, ben, il peut passer par là, par les bordures en fait. OK? Alors, là, c'est la zone interdite, c'est la deuxième zone interdite. OK? Ça veut dire ma fonction transfert ne doit pas déborder là. Ça veut dire qu'elle ne doit pas passer à l'intérieur de ce petit rectangle-là. Ça veut dire le chemin, ben là aussi, le chemin autorisé pour ma fonction transfert, ben c'est cette partie qui est blanche là. OK? Alors bien sûr, là, on définit les paramètres qu'on vient de faire. Donc là, vous avez FP, Fs, la limite de la bande passante, c'est la fréquence maximale de la bande passante, la fréquence minimale de la bande atténuée. Et là, vous avez des fréquences là. OK? Donc, là, c'est ce qu'on appelle
la bande de transition. Alors, tant que ma bande de transition il est étroite, ben, vous avez votre filtre, il est d'ordre un petit peu supérieur, hein, il a un ordre important. Bon, d'ailleurs, vous connaissez que vous avez moins 20 décibels par décade. Ça veut dire, lorsque vous multipliez par 10, vous descendez de 20 décibels. Bon, bien sûr, vous, pour avoir quelque chose qui est plus raide, ben, il faut augmenter, hein, si vous voulez, le degré de votre filtre. Ben, quatrième ordre, cinquième, huitième, vingtième, 32e, etc. Donc là, ça dépend des cas. Alors, bien sûr, là, j'ai, hein, si vous voulez, l'ondulation. Ben, c'est 1 plus d'état sur 2, 1 moins d'état sur 2. Donc là, j'ai l'ondulation au niveau de la bande passante. Ça veut dire mon gain peut évoluer là, mais il ne peut pas rentrer ici ou bien là. OK? Et là, c'est ce qu'on appelle bon, la basse bande de Ripple. Donc là, c'est, comment on l'avait dit la dernière fois, comment on l'avait appelé. Alors, c'est la bande passante, c'est la bande passante en fait. C'est l'ondulation au niveau de la bande passante, c'est la valeur autorisée. OK? Alors, ça c'est la bande atténuée. Donc normalement, lorsque vous avez vu vos filtres analogiques, ben vous avez ça normalement et ça continue. Alors numériquement, ça peut pas continuer, mais je vais définir la bande atténuée. Ça veut dire, si je considère par exemple, lorsque je dépasse 40 décibels d'atténuation, ben je vais dire tiens, c'est terminé. Mais l'atténuation, c'est par rapport à la valeur maximale. C'est bon? Je peux par exemple fixer 80 dB par rapport d'atténuation par rapport à ça. Ça veut dire le gain, ben ici, en décibels, ça sera 0 puisque vous avez un log de 1. Lorsque j'atteins moins 40 décibels, ben je vais dire, ça y est, ben les fréquences sont atténuées, par exemple. C'est juste un exemple. Ou bien je peux fixer moins 60 décibels, je peux fixer moins 80 décibels, etc. Ça veut dire là, c'est une valeur que je dois fixer. Donc je dois fixer quoi? Je dois fixer l'ondulation dans la bande passante. Je dois fixer la valeur, la limite supérieure de la bande passante, la limite inférieure de la bande, hein, si vous voulez, rejeter. Okay. Et bien sûr, je dois déterminer, hein, soi-disant, la largeur, si vous voulez, de la bande atténuée. Bon, autrement dit, ma réponse, ou bien la caractéristique du filtre, ben, il peut évoluer n'importe comment ici. OK? Il peut évoluer à ce niveau-là. Ben, il y a une fréquence un petit peu particulière, c'est ce qu'on avait dit, la fréquence maximale d'étude, c'est FE sur 2. C'est pour respecter la condition de Shannon. La condition de Shannon impose que FE doit être supérieur à 2 fois Fmax. C'est bon? Ça veut dire la fréquence d'utilisation Fmax doit être inférieure à FE sur 2. Ça veut dire je dois me situer là. Et là, j'ai une zone qui est interdite. Hein. Ça veut dire la partie utile de l'étude de mon filtre, c'est cette partie. Toujours, c'est par rapport à FE sur 2. La fréquence d'étude doit être inférieure à FE sur 2. Et par conséquent, je vais avoir ma réponse qui peut balader à l'intérieur de cette plage. Et ça, c'est ce qu'on appelle le gabarit du filtre. Donc, le gabarit du filtre consiste à fixer l'ondulation maximale dans la bande passante, la fréquence supérieure de la bande passante, la fréquence inférieure de la bande d'atténuation, et bien sûr, soi-disant, l'atténuation dans la bande atténuée. Ça veut dire ça c'est le A, ben, je ne l'ai pas noté, mais ça c'est le A qu'on avait dit là. OK? Ben, ça c'est le gabarit. Ça veut dire, je peux me fixer un cahier de charge et dire, tiens, je veux avoir un filtre qui respecte ça.
Ben, j'ai par exemple ici ben, plus ou moins, ben, je sais pas, 0,2, 0,4. Ben, fp il est égal à x, fs il est égal à y, etc. Et je dois concevoir le filtre qui répond à ça. Donc je dois déterminer l'ordre, etc. Et ça, si vous voulez, ça découle de ce qu'on appelle la synthèse des filtres. C'est bon? Donc ça, c'est le gabarit. Parce que la fréquence, ben, si je dépasse FE2, la condition de Shannon ne sera plus respectée. Parce que la condition de Shannon m'impose que FE doit être supérieur à 2 fois Fmax. Ok? Ben, Fmax, c'est la fréquence de la bande considérée, la bande d'étude. Ça veut dire, si je raisonne par rapport à Fmax, Fmax ben, doit être inférieur à FE sur 2. Ben, ça veut dire que je dois être là. C'est la condition de Shannon qui m'impose ça. C'est bon? Ok. Donc ça, c'est le gabarit de mon filtre. Lorsqu'on parle d'un gabarit, c'est ça en fait. Bon là, c'est juste un exemple d'un passe-bande, mais je peux avoir un passe-bande, je peux avoir un passe-haut, c'est le contraire, je peux avoir un réjecteur de bande, etc. Ok? Alors maintenant, du point de vue structure de filtre. Alors la structure, c'est comment il est organisé mon filtre. Donc la structure d'un filtre est un graphe flow de données dans lequel les nœuds sont des opérations et les axes sont les coefficients. Ok? Donc j'aurai besoin de ça. Ben, ici, vous avez l'opérateur z-1. Donc là, si je rentre xn, je vais avoir xn-1. Donc ça, c'est l'opérateur retard unité. Donc là, vous avez xn, je vais obtenir xn-1. Ok? Ben, c'est ce qu'on avait fait. C'est l'opérateur retard. Alors ensuite, ben, si je continue, je vais avoir xn-1 retardé, ça va me donner xn-2 jusqu'à xn-n. Donc là, je vais avoir besoin des opérateurs retard. Je vais avoir besoin en fait des multiplieurs. Ben, un multiplieur, si vous voulez, ben, c'est un triangle où vous avez, si vous voulez, le coefficient AI. Ça veut dire si vous avez xn ici, donc là vous aurez AI multiplié par xn. Ou bien tout simplement pour faciliter, si vous voulez, la représentation, on met généralement un trait et au-dessus, ben, je vais mettre, si vous voulez, le coefficient. Donc là, vous avez par exemple xn, et là, vous aurez AI multiplié par xn. Et j'aurai besoin d'un sommateur. Ben, ça veut dire si je fais, si vous voulez, ben, une somme simple, ben, une structure simple, je peux avoir ça. xn fois a0 plus a1 xn-1, ben, la somme globale ici, plus a2xn-2, etc. Donc là, je vais avoir ce que j'appelle une structure de filtre. Alors le choix de la structure, c'est très important. Ok? Et ça permet, si vous voulez, parfois de réduire le nombre de multiplications. Alors réduire le nombre de multiplications, c'est très très important. Et ça, on va le voir au niveau d'un TD. Je vais déposer la série tout de suite après. Donc là, on verra comme quoi réduire le nombre de multiplications, c'est très important parce que la multiplication, c'est l'opération la plus coûteuse au niveau des calculs. Les calculs numériques nécessitent en fait plus de temps pour réaliser des multiplications. Donc si j'arrive à réduire le nombre de multiplications, ça sera important. C'est l'objectif en fait des structures. Ok? Donc pour les structures, bon, on va parler en fait des structures RIF et bien sûr pour les structures aussi de type RII. Ben, ce sont des exemples en fait. Alors si je reprends l'équation d'un RIF, ben, je vais avoir YN, ben, il est égal à 0xn plus A1xn-1 plus A2xn-2 plus ANxn-n. Donc c'est simple, ben, je vais avoir xn multiplié par A0, donc là je vais avoir A0xn, yn égale à A0xn. Donc ça, c'est pour n égale, ben, si vous voulez, la première itération. La deuxième, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir yn égale à A0xn
plus A1 xn moins 1. C'est bon? Et ainsi de suite. La deuxième itération, je vais avoir A0 xn plus A1 xn moins 1 plus A2 xn moins 2. Et ainsi de suite. OK? Alors ça, c'est, si vous voulez, c'est une représentation. Ben, je peux, hein, si vous voulez, faire passer les z de l'autre côté. Et dans ce cas-là, je peux avoir ça. Ben, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est A0 xn. Ben, là, c'est A1 xn qui ça sera retardé. A2 xn qui sera retardé deux fois. A3 xn, etc. Donc là, ben, c'est la même chose. Ben, tout simplement, on a fait migrer, en fait, les ZI le retard de ce côté-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une structure directe. Et là, c'est ce qu'on appelle une structure transposée. Bah là, c'est juste des exemples, s'il vous plaît. Bon, on pourra voir d'autres. Hein. OK? Donc là, on peut fournir un filtre sous cette forme et on vous demande de calculer la fonction de transfert, calculer tout ce que vous voulez. OK? Donc là, il n'y a pas de souci en fait. Donc là, ça sera yn égale à A0xn plus A1xn moins 1 plus A2xn moins 2 plus etc. OK. Alors maintenant, lorsque je passe au filtre à réponse impulsionnelle infinie, ben, l'expression de la transmittance, elle est là. H de Z égale, ben, je peux la faire sous la forme en fait de deux produits. Ben, le premier produit, ben, c'est ce qu'on avait fait. C'est le filtre RIF. Ben, ce filtre, on lui a donné un nom. Ben, il possède n de Z il est égal à 1. Ben, c'est ce qu'on appelle un filtre topole. Le filtre en bleu, c'est un filtre topole, s'il vous plaît. Parce que n de Z égale à 1. Il ne possède pas de 0. Ça, on l'a dit. Donc, H de Z, ben, c'est le produit, en fait, de deux filtres. Et chaque fois que je parle de produit, c'est la mise en cascade. OK? Donc là, j'ai le premier filtre, le deuxième filtre, et je vais avoir le cascadage. Donc, le premier filtre, on l'a déjà fait. Ben, pour le deuxième filtre, ben, ça sera le contraire. Ben, c'est ce qu'on avait dit. Donc là, yn-1, vous avez le signe moins, etc. Et ainsi de suite. OK? Parce que dans mon cas yn, ça sera xn A0xn, OK, plus A1 xn moins 1, plus A2 xn moins 2, etc., moins B1 yn moins 1, moins B2 yn moins 1, moins 2, etc. Donc là, c'est une première structure. Alors, bah, qu'est-ce qu'on constate? Bah, là, vous avez des sommes. OK. Donc là, bah, j'ai considéré que n égale à m, mais on peut avoir moins. Ben, est-ce que ça pose un problème si on met en commun, soi-disant, les sommateurs, les additionneurs? Là, ça pose pas de problème. Et je vais gagner, en fait, en nombre d'additions. Et dans ce cas-là, je vais avoir un filtre de ce type-là. Donc là, je vais avoir A0, A0xn. Là, je vais avoir 1xn moins 1, moins B1, yn moins 1, et ainsi de suite. Donc là, on a réduit le nombre d'additions, mais le nombre de multiplications, c'est toujours le même. OK? Donc là, c'est deux structures. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle une structure cascade, et ça, c'est une structure directe. OK? Une structure cascade, ça, c'est une structure directe. OK? Ben, il y a d'autres types de structures. Donc, tout à l'heure, nous avons fait ça multiplié par ça. Ben, je peux inverser. Je peux, si vous voulez, profiter de la commutativité de la multiplication et échanger. Ben, ça veut dire que je vais avoir ça. Donc, je vais avoir 1 sur 1 plus sigma de BIZI multiplié par 1 sur sigma de AI Z moins I. Ben, ça veut dire, ben, je peux avoir, soi-disant, une structure sous cette forme-là. OK. Alors ici, c'est la même chose. Ben, au lieu de faire la somme ici, je peux faire la somme là. Et comme ça, on aura gagné, si vous voulez,
des sommations. Ben, ça veut dire je vais avoir là. Ben là, qu'est-ce qu'on constate? Ben, vous avez même nombre de multiplication par rapport à ça. Mais ce qu'on a gagné, c'est tout simplement les nombres d'addition. Donc, en changeant juste, si vous voulez, des structures, en changeant juste la disposition, je peux gagner, si vous voulez, en nombre d'addition. Ok? Donc là, ce sont en quelque sorte des exemples, ok? Des exemples de structures. Alors je peux, si vous voulez, avoir d'autres, mais l'essentiel, ça dépend de ce que je vise en fait. Et là, on fera dans les TD quelques exemples de structures et vous allez voir que la disposition de la structure permet de gagner en fait soit en nombre de multiplications. Bon, gagner en nombre d'éditions, c'est pas trop important, mais si j'arrive à gagner en nombre de multiplications, ça sera important. Ok? Donc, on avait défini maintenant le gabarit. Ben, c'est la partie en fait essentielle de la réalisation des filtres. Et bien sûr, la structure des filtres. La structure du filtre aussi, c'est important. Alors maintenant, au niveau caractérisation du filtre. Pour la caractérisation du filtre, ben, il faut que j'arrive à déterminer la réponse en fréquence. Parce que là, il faut voir est-ce que effectivement mon filtre respecte le gabarit. Parce que là, j'ai défini le gabarit. J'ai défini la structure, j'ai fait ma simulation, ben, il faut essayer en fait de voir est-ce que le filtre respecte ces conditions. Ben, j'ai déterminé l'ordre, etc. Alors pour, si vous voulez se faire, bon, on détermine ce qu'on appelle la réponse en fréquence. Ok? Donc la réponse en fréquence, ça consiste à représenter le diagramme de Bode, bon bien sûr en amplitude et en phase. Là c'est important. Ok? Donc, ben, le principe est simple. Ben, il suffit d'exploiter en fait z égale à exponentielle g oméga t. Ok? Donc pour obtenir la réponse en fréquence d'un filtre, courbe de gain et de phase, ben, il faut passer de la fonction transfert h de z à h de g oméga. Pour cela, il suffit de remplacer z par exponentielle g oméga te dans h de z. Donc j'ai h de z égale à 0 plus 1, 1z moins 1 plus, etc. Sur 1 plus b1z moins 1 et ainsi de suite. Ben, je remplace z par exponentielle j de pt fte ou bien j oméga te. Bon, on aura a 0 plus 1, 1 exponentielle moins j oméga te plus, etc. sur 1 plus b1 et ainsi de suite. Ok? Donc, l'exponentielle, pardon, l'expression obtenue là, ben, c'est une expression qui est complexe. Ok? Parce que ben, vous avez des exponentielles et l'exponentielle c'est oméga, cosinus oméga te plus j sinus oméga te. Donc, ben, si vous avez des filtres simples, ben, vous pouvez faire des calculs simples. Ben, par exemple, si je m'arrête à 1, à z moins 1 par exemple, donc là je vais voir 1 plus A1 exponentielle moins g oméga te sur 1 plus b1 exponentielle g oméga te. Mais parfois même avec ça, ça peut poser en fait beaucoup de problèmes. Donc lorsque le calcul en fait devient plus complexe, ben, il suffit d'utiliser en fait des logiciels de simulation. Et pour notre cas, le logiciel qu'on va exploiter, ben si vous voulez, c'est soi-disant c'est le MATLAB en fait. Ok? Alors, si je prends un exemple simple, ok, un petit exemple, ben vous avez soit le filtre yn égale 1 sur 4 xn plus xn moins 1. Ben c'est un filtre simple, ben c'est un filtre RIF. Si vous voulez, l'objectif c'est de déterminer la réponse en fréquence. Bon,
le module et la phase, bien sûr. Donc, il faut commencer par calculer la transmittance de ce filtre. Donc là, vous avez h de z égale 0,25, 1 plus z moins 1. Parce que y de z égale 1 sur 4, x de z plus z moins 1, x de z. Je factorise par x de z et je fais le rapport. Je vais avoir y de z sur x de z égale à 1 quart, 1 plus z moins 1. Alors maintenant, je remplace. Donc, je vais avoir h de g oméga égale à 0,25, 1 plus exponentielle moins g oméga te. Ou bien, parfois, on pose h de gf. Ben, au lieu d'avoir... Ben, parfois, c'est juste h de f. Hein. Okay? Égale à 0,25 en facteur de 1 plus exponentielle g de pi f te. Donc, on a remplacé oméga par 2 pi f. OK? Alors, généralement, et c'est d'ailleurs toujours le cas, on pose fr égale à f fois te, qui est égal à f sur fe. Ben, c'est ce qu'on appelle une fréquence réduite, ou bien une fréquence normalisée, c'est sans unité là. Alors, la fréquence réduite, puisqu'on avait dit comme quoi, toujours, je le rappelle, f, il doit être inférieur à fe sur 2. Alors, choisir, en fait, respecter ces conditions, ça veut dire fr, il doit être inférieur ou égal à 0,5. Alors, généralement, nous, on fait des représentations bilatérales, en fait. OK? Et on considère des fréquences entre moins 0,5 FE et plus 0,5 FE. Donc, FR, elle est comprise entre moins 0,5 et plus 0,5. Donc, si vous faites des représentations sur MATLAB, ben, vous allez trouver ça. Tout le temps pour la réponse des filtres. C'est entre moins 0,5 et plus 0,5. Ben, même si vous trouverez des allures qui sont un peu bizarres au-delà du 0,5, il ne faut pas les prendre en compte parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est entre moins 0,5 et plus 0,5. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Ben, je vais avoir h de g oméga égale à 0,25, je remplace, plus, en facteur de 1 plus, moins j de pi fr. Donc, je remplace, si vous voulez, fte par fr. Donc là, j'ai rien fait, en fait, j'ai juste remplacé. Donc, ben là, j'ai essayé un petit peu de factoriser pour mettre en valeur, hein, si vous voulez, un cosinus. Donc là, on trouve 0,5 cosinus pfr exponentielle moins j pi fr. Donc phi égale à moins pi fr. Et le module, il est égal à 0,5 cosinus pi fr. Mais une remarque importante, c'est que j'ai phi égale à pi fois fr. Ça veut dire c'est pi fois f sur fe. Ça veut dire il est proportionnel à f. Ça veut dire la phase ici, il est exprimé, ben, il est linéaire en fonction de f. C'est une expression linéaire. Et ça, je ne peux pas l'obtenir avec un filtre analogique. Donc là, c'est une particularité du filtre numérique, c'est que je peux obtenir des filtres à phase linéaire. Donc la phase égale à moins pfr, le module, c'est 0,5 cosinus pf. Donc je pense, j'ai fait une petite simulation, voilà. Donc HGF. Donc si vous voyez là, ben, ça va continuer, il n'y a pas de souci. Mais ce qui m'intéresse, c'est toujours 0,5. Là, c'est FR. Hein, donc, vous voyez là, c'est périodique. OK, il est périodique de période de 1. Mais ça va continuer comme ça. Ben, si on prend tout l'espace fréquentiel, ben, je ne peux pas décider du filtre. Bon, on n'aura aucune idée sur le filtre. Mais puisque la plage qui m'intéresse, c'est moins 0,5, 0,5, donc là, la partie négative ne figure pas. Ben, ça veut dire, je vais éliminer cette partie. OK? Et par conséquent, je vais avoir juste cette partie-là. Et dans ce cas-là, le filtre, c'est un filtre passe-bas. OK? C'est un filtre passe-bas. Donc, cette notion de FR inférieur à 0,5, c'est très important.
Et bien sûr, ça me permet de décider de quel type de filtre. OK? Donc toujours la plage utile pour l'étude des filtres, c'est entre moins FE sur 2 lorsqu'il s'agit d'une fréquence normale. Entre moins FE sur 2, FE sur 2, et lorsque vous parlez de la fréquence réduite, ben c'est entre moins 0,5 plus 0,5. La phase, c'est linéaire. Alors maintenant, en résumé, qu'est-ce que je peux dire là? Ben, H2Z, ben, si vous voulez, c'est le filtre lui-même. Le filtre, il est défini par H2Z. Donc à partir de là, je peux déterminer quoi? Alors je peux déterminer la réponse impulsionnelle. Donc, si je fais la transformation Z-1, je peux déterminer la réponse impulsionnelle. Alors lorsque je connais la réponse impulsionnelle, bien sûr, si je connais la réponse impulsionnelle, je peux déterminer H2Z. Donc là, il y a un lien entre la réponse impulsionnelle et bien sûr la fonction transfert en Z ou bien ce qu'on appelle la transmittance aussi en Z. Alors maintenant, si je connais la réponse impulsionnelle H de N, ben je peux déterminer la réponse de mon système à n'importe quelle excitation. Pourquoi? Parce que Y de N, ça sera égal à H de N convolu avec X de N. Donc si je connais H de N, ben je peux déterminer la réponse à n'importe quelle entrée. Alors je peux déterminer aussi l'équation récurrente. En transformant Z-1, je peux déterminer YN, et là je peux déterminer H de Z. Donc tous les chemins, ben, si vous voulez, sont bidirectionnels. Je peux déterminer aussi la stabilité. Comme je peux déterminer la réponse en fréquence en remplaçant Z égale à exponentielle G oméga T. Lorsque je dispose des réponses fréquentielles, donc je peux faire la transformée de Fourier discrète pour réaliser en fait, pour obtenir la réponse impulsionnelle. Donc là, c'est l'ensemble de ce qu'on peut faire avec. Ok, donc je pense que c'est tout pour le moment.